Mulroney and Reagan center stage on St. Patrick's Night in Quebec. And this solo performance by the Prime Minister. Sure they'd steal your heart away. Long after the treaties are signed and the agreements reached, this will undoubtedly be the most lasting image of Quebec's Shamrock Summit. Larry Stout, CBC News, Quebec City. J'ai été impliqué dans les discussions qui ont amené à signer cette entente de libre-échange avec nos amis américains en 87, suivi en 93 par l'ALENA, qui devient donc un libre-échange comprenant les États-Unis, le Mexique et le Canada, et finalement la mise en vigueur en 95 de l'OMC. Et c'était vraiment le début d'une mondialisation qui se mettait en place. Donc, avec des amis, on a dit, mais si on avait un forum ici à Montréal qui nous permettrait d'en discuter ouvertement. Si on avait un forum où on pourrait inviter des participants de partout dans le monde, et du côté public avec les gouvernements, avec les États et les organisations internationales, et avec le secteur privé, de dire, voilà, ensemble, voyons ce que cette mondialisation nous apporte. What's important with the conference is dialogue, and dialogue between different groups of people. This conference is unusual. Why? Because it's not just business people, not just or government people. It's truly a mix of different facets and societies. And in fact, when you see the speakers, it's hard to follow because there's so many different aspects to everything, including the panels. It's very eclectic. I think the dialogue has to be that way. I think we have to bring a lot of different people around the table and at least listen to different points of view. And then if you can be influenced by those different points of view bit by bit, year after year at different places, you become a different person. You react differently. You think about things differently. And if the conference can just do that, that's a big thing. Why? Because it's the exact opposite of what many politicians are taking to us in the world today. Oui, l'économie mondiale vit un momentum positif. Mais attention, nous sommes inquiets. Nous nous posons des questions sur cette capacité de la mondialisation de pouvoir s'ajuster aux nouvelles réalités telles que nous les vivons. La mondialisation est un processus qui a été parfaitement théorisé à l'époque par M. Ricardo et par M. Schumpeter. M. Ricardo a expliqué que si vous faites quelque chose mieux que moi et moi quelque chose mieux que vous, on a intérêt à l'échange. Et M. Schumpeter a expliqué que les producteurs de chez vous, qui font moins bien que chez moi, ne vont pas être contents parce qu'ils vont disparaître, et vice-versa, c'est la destruction créatrice. Donc, ce processus qui est à l'œuvre, qui s'accélère, sous l'effet du changement technologique, est un processus efficace parce qu'il est douloureux, et douloureux parce qu'il est efficace. Remember, globalization has brought many benefits. Economic growth, productivity gains, the spread of technology, knowledge, culture. It has helped to lift hundreds of millions of people out of poverty. But the problem is it has left many behind. The average income of the richest 10% of the population in the OECD is now around 10 times that of the poorest 10%. 10, 10, 10. And you would say, so what? It used to be 7 times a generation ago. That means inequality in the more prosperous countries in the world, on average, has grown by 40%, which means it's moving in the wrong direction and very fast. En quelque sorte, moi, je suis un enfant de la mondialisation. On était des jeunes adultes et les phénomènes
les accords se développaient, l'accord de libre-échange au Canada, mais aussi les mouvements anti-mondialisation. Donc, on était à la croisée des chemins. Une des choses que l'on a apprises sur 25 ans, cette mondialisation-là, si elle doit être poursuivie et garante de succès, c'est qu'elle doit être pour tout le monde. Meet our counterparts, the people who are opposing free trade in the States and people who are opposing free trade in Mexico, because not in any of the countries is this free trade agreement good for ordinary people. We need to keep our energy focused on fighting the multinationals, fighting the people who control all the wealth and power. La Révolution verte est un parfait exemple de mondialisation. En l'espace de 2 saisons, on rentre le blé nain, une variété qui résiste au froid, qui produit beaucoup plus. On élimine la famine en Inde en 2 saisons. Et là, on se dit, bravo, on vient de résoudre le problème. Quelques années après, on se réveille avec un cauchemar. Il y a l'épuisement de l'eau. Il y a l'utilisation de la surabondance d'intrants chimiques qui polluent, qui causent toutes sortes de problèmes et de santé et d'environnement. La mécanisation, c'est bien beau, ça coûte cher et il n'y a pas de ressources. Les services agricoles ne sont pas présents partout. Alors, une excellente idée qui avait une ambition de se déployer à l'échelle mondiale se trouve bloquée. Et je pense que dans les grands mécanismes de mondialisation, on a toujours été un peu vers la solution rapide et l'histoire nous montre que ça ne fonctionne pas. Comment on rentre le social, comment on rentre l'économique, comment on rentre l'environnemental, comment on fait ça pour créer de la croissance, créer du bon pour tous. At that time that globalization was growing, there was exactly the wrong philosophy for the long run. We went to short-term profits. We started praising money. We moved, greed is good. That's actually not true. Greed is not good. Greed has never been good. Good is what good is. And good is caring. And that's when the public said enough is enough. Because when shops on Main Street were closing and big banks on Wall Street were being bailed out, that was not fair. And people will only accept unfairness to a certain degree and for so long. I would say it's been very emotional, it's been trying, it's been very tiring. I mean, most people are very fatigued, and it's because of the roller coaster that, or the unpredictability of the markets. Which for years had shown some pattern of predictability. This is a new paradigm of the market behaviors in a totally new paradigm, and we're seeing things that are unprecedented. Il est sûr que le capitalisme, dans mon esprit, a pris un coup énorme pendant la grande récession qu'on a eue. Depuis la dépression, ça a vraiment été un choc pour énormément de familles qui ont tout perdu, etc. Et je crois que tout le monde, même les gens, on a tous eu peur de perdre d'ailleurs beaucoup. C'était assez angoissant pour nos compagnies, pour tout le monde. Je crois que le capitalisme va changer à cause de ça. Et je crois qu'il va devoir continuer à changer, à s'adapter, parce que je crois qu'il y a eu un choc important, ça nous l'a tous fait. Ceux qui n'ont pas eu de travail, comme mes jeunes, beaucoup de jeunes que je connaissais n'arrivaient pas à trouver de travail. Même quand on était dans le supposément bien placé, même là, c'est difficile de trouver du travail. When I saw those young people in Zuccotti Park protesting, I looked at them and I said, wait a minute, I was the skinny girl from nowhere, and when I was your age, I had 5 job offers. Why aren't you out working? And my 2 sons, who were in university at the time, said, Mom, there are no jobs. This is not just a rebellion, there are no jobs. And for the first time, I realized that my rise to the top actually didn't include everyone rising. Pourquoi cet état de choses? Parce que l'équilibre entre Ricardo et Schumpeter, entre les gagnants et les perdants,
a été changé, notamment à l'occasion de la crise. D'un côté, la globalisation est devenue plus forte, plus pressante, plus prégnante, plus efficace, et de l'autre côté, les systèmes de réduction de la sécurité sociale ont été rétrécis par la crise. Et donc, nous sommes dans une situation dans laquelle la capacité des systèmes économiques et politiques à assurer qu'il y a plus de gagnants que de perdants localement, pas globalement, est en doute. Et c'est ça qu'il faut remettre. Et de ce point de vue-là, il faut réinventer, réintégrer des systèmes de sécurité sociale qui sont, par exemple, moins axés sur l'emploi et plus axés sur la personne. Moins axés sur une grille de compétences, comme dans le temps, mais sur une capacité de la personne en question à changer de job ou de discipline. C'est considérable comme transformation, et je crois que c'est par là que ça passe. C'est vrai qu'on a 10 années avec la crise la plus dure de la dernière décennie. Mais c'est vrai aussi que la croissance des inégalités, la concentration de la richesse, la concentration du pouvoir économique, ça a été bien avant que la crise a déclenché. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir cette conscience parce que c'est la solution d'avoir un modèle de croissance plus humaine, plus de partage, comme vous l'appelez. The truth is, today, it's a new world. Today, the tools we're using are quite different. First of all, people are still consolidating, but no longer on a country basis. People are consolidating their companies now either on a continental basis or on a global basis. So now we're getting these factors of truly global players, which you had in certain industries, let's say 20 years ago, but not many, not like today. And not like I predict is going to continue to happen. And that's creating a lot of stress in the system. And that's why people are saying, wow, we're being left behind by these global players. And what is their responsibility and what is their role and how are we going to regulate them, which is a big issue, and how are we going to tax them, in fact, as well. Je pense que l'essence de toute la dynamique qu'on voit présentement au niveau de l'affaissement des taux d'imposition, l'utilisation des paradis fiscaux, la non-imposition du commerce ou la sous-imposition du commerce électronique, je pense que ce sont des problèmes importants, mais le problème fondamental, l'essence du problème, c'est la concurrence fiscale internationale. Parce qu'à chaque fois qu'on entend un pays vouloir adresser le problème, il recule puis il dit « Je ne peux pas l'adresser seul, parce que si je rétablis unilatéralement la juste part d'impôt dans mon pays, dans un contexte de concurrence fiscale internationale, l'entreprise va déménager dans une autre juridiction où est-ce qu'elle va pouvoir profiter des mêmes conditions. C'est difficile de prendre des décisions politiques qui risqueraient de faire fuir le capital, faire perdre des emplois. Donc, on est coincé présentement. C'est comment réduire les vulnérabilités. Parce qu'on ne peut pas être heureux dans cette mondialisation si on a plus de la moitié de nos populations au bord du chemin. Ça a donné le Brexit en Angleterre, ça a donné l'élection de Trump aux États-Unis, ça alimente tout le courant populiste en Europe et ça alimente l'extrémisme religieux en Afrique, qu'il soit chrétien ou musulman. Donc la question de la réduction des vulnérabilités nous tient à cœur, et donc la question du renforcement de la résilience, c'est-à-dire de la capacité à faire face au choc. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de fondamental. À regarder aller les choses, les populations les plus démunies sont encore de plus en plus démunies, et ceux qui ont une minorité continuent de s'enrichir. On parle souvent aujourd'hui de crise des migrants, avec toutes ces inégalités exacerbées par des disparités économiques. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, par exemple, de repenser même la notion même des frontières?
c'est qu'en réalité, l'immigration, que ce soit parce que les gens sont maltraités, que leur vie est en danger ou qu'ils sont économiquement défavorisés, l'immigration, elle est inévitable. Elle est inévitable. Et un jour, la planète sera une planète multiraciale. Alors, tous ceux qui essaient d'imposer des barrières se leurrent. Ils se leurrent sur l'issue ultime, inévitable. De la même façon que la planète, les populations se sont déplacées, les peuples sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils ont fait d'immenses migrations. Alors, la notion qu'il n'y aura plus de migration, c'est une notion erronée. Donc, nous avons la responsabilité, comme société, de nous équiper pour avoir des structures d'accueil, d'intégration et de travail. On atteint des records de réfugiés à travers le monde. Prenez l'exemple du Proche-Orient avec les réfugiés syriens. Vous savez, avec une population de 500 000 personnes, au moins 700, 800, ça dépend des sources, de réfugiés au Liban, ça commence à faire de la pression sur la population. C'est 20 25 de la population. Parce qu'il n'y a pas de capacité d'accueil. Ces enfants-là n'ont pas de nationalité. S'ils sont nés au Liban, ils ne seront jamais reconnus. Alors, ils sont apatrides, ils sont sans nom. Ben, sans nom, ils ont un nom, mais ils sont sans enregistrement légal. Et s'ils se retrouvent sans éducation, qu'est-ce qu'on va faire? On perd une opportunité de développement humain et on met à risque beaucoup de choses. Mais entre le moment où on est un jeune enfant, où est-ce qu'il y a un certain niveau de bonheur, parce qu'il y a la paix, et parce qu'on mange, et parce qu'il y a de l'eau, et cette radicalisation, il y a une grande période où est-ce qu'on peut intervenir. Now, inequalities do not only harm growth, they also erode trust. Trust in governments, in institutions, in companies, in the market economy. And, yes, in democracy. This makes our societies more vulnerable to protectionism, to populism, to exclusive nationalism, all the bad isms. On est tous un peu horrifiés de voir la montée du populisme et de voir les gens voter, en fait, souvent contre leurs propres intérêts. Et on a beaucoup de difficultés à comprendre. Mais ce qui est de plus en plus clair, et les sociologues l'ont analysé pour nous et nous le disent, c'est qu'en fait, c'est un vote de protestation. C'est qu'il y a beaucoup de monde dans tous les pays qui sont insatisfaits du lot qui est le leur dans notre nouvelle économie. On ne pourra pas laisser, évidemment, de telles disparités gigantesques se créer sur la planète sans risquer, évidemment, d'avoir... parce que au XVIIIe siècle, on appelait les jacqueries, ceux qui se révoltaient fourche à la main contre ceux qui prenaient tout. Donc là encore, il faut réharmoniser, il faut avoir de l'innovation sociale. C'est l'enjeu des 20 prochaines années qui viennent. Il faut évidemment, je ne dis pas réguler pour réguler, il faut organiser cette création de richesse, sa distribution, et puis derrière, évidemment, eh bien, donner accès à tout ce qui peut contribuer à créer de meilleurs. Il faut trouver des nouvelles formes de réponses, à la fois nationales, parce que chaque gouvernement, chaque pays doit trouver ses réponses, mais aussi internationales, parce qu'il faut coopérer entre nous, parce que si on ne coopère pas, eh bien, il suffit que ici et là, il y ait des gouvernements qu'on puisse appeler comme on voudra, nationalistes, populistes. C'est pas la même chose, mais je ne rentre pas dans ces détails. Ce que je veux dire, c'est que si leur solution, c'est le repli sur soi et le protectionnisme, alors ça, c'est une maladie qui se répand, parce que quand vous êtes protectionniste d'un côté, vous suscitez la protection de l'autre. Et nous savons, l'histoire nous a montré comment finissent ces mouvements de repli et de méfiance. Et donc, ils se terminent toujours mal, par la misère et parfois par la guerre. That's, to me, one of the definitions of populism, is exploiting the weaknesses in society and using them to get elected. I mean, that's going to happen as well. It's been around for a long time, these phenomena. But I think that we need, as you well put it, dialogue between people and communities and all the
the players in the community have to come together and be able to have some dialogue, including our government officials. L'inclusion, c'est la correction qu'il faut apporter à la mondialisation un peu dure et sauvage qui a eu lieu et qui a accru les inégalités dans le monde. Donc comment faire pour que les plus pauvres bénéficient aussi de cette richesse? Et c'est indispensable, et c'est l'intérêt bien compris du capitalisme. Un capitalisme qui créerait de la croissance, mais en laissant trop de gens sur le côté de la route, à un moment donné, susciterait des explosions. Cette inclusion, c'est l'idéal social que l'on vise, et on le retrouve constamment dans le discours normatif, dans le discours politique. Mais il y a cette espèce d'écart que l'on constate entre le discours politique et normatif et la réalité. Alors oui, comme société, il faut idéalement viser cette inclusion, mais il ne faut pas que l'inclusion reste un concept. Parce que ça peut être un concept, un fourre-tout où on met galvaudé, mais sans qu'il y ait concrètement des mesures qui permettent vraiment un plein exercice de la citoyenneté pour parvenir à cette réelle inclusion. Il faut construire des ponts dans la société. Et si on ne construit pas les ponts entre les gens capitalistes, que je suis, et les gens qui sont plus dans la pauvreté, on fait une erreur énorme d'un point de vue humaniste et sociétal. Maintenant, c'est très intéressant de voir que tous les entreprises, les investisseurs, les grands capitaux s'intéressent aux questions sociales. Et peut-être, je ne vais pas nier qu'il y a des personnes qui sont vraiment concernées, qui ont été engagées, parce qu'il y a des philanthropes énormes, non? L'impact que M. Gates a eu à l'Afrique, c'est énorme. Mais c'est aussi une conscience que nous sommes ensemble dans ce monde et qu'il faut les faire fonctionner pour tous. I thought it was a natural fit to come and speak to this particular audience who are out there in the world doing big doers on economics and so on. Even at that level, you can't assume that everybody understands what that means for us, the Inuit of the Arctic. You know, because the Arctic is now a big focal point for many around the world in terms of global economies. We're now connected to that world. And so for me, it's always important to bring the human dimension. I don't come in as an economist or a scientist or a politician. I come in as a person from the community, living in the community, living the realities of the community. And we want to reclaim what we have lost. DEW Line was constructed during the Cold War. The North Americans and Canadians, we wanted to know if a Russian bomber was coming over the North Pole to bomb North America. This was a former DEW Line site built in the late 50s, and we're now cleaning up some of the contamination that was left from the 50s and 60s and 70s, and up until the late 80s when it was in operation. If it's high levels of lead or high levels of PCB, we box it up into special crates and ship it to special disposal facilities in the south. We're not ignorant to these facts, but we have to be so cautious. But how do small number of people as we are go up against that kind of invasion, intrusive invasion? We don't want to be victims in the history of globalizations either. We don't want to go down as victims in the history of globalization. We don't want to be the collateral damage of economies that are not addressing this issue. Inuit are becoming that collateral damage because of the inaction of countries around the world. We don't want that. We want to take part, equal voicing, equal partnerships, and define what it is that we want as economies in our culture that has as its basis the values and principles of a sustainable Inuit hunting culture. That's what we want. And we want people to help, not to save us, because that's the problem of history. We don't want anybody on a mission to save us now. We want to have equal partnership, equal voicing,
and a way in which we can define ourselves what happens, but be supported in that vision for us. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix avec la mondialisation. On ne peut plus faire semblant que l'autre n'existe pas. On ne peut plus faire semblant que nous sommes seuls. On ne peut plus faire semblant que nous avons une société homogène. La société n'est plus homogène. Ceux qui dirigent en haut ne sont pas nécessairement que des hommes blancs d'un certain âge, avec une certaine éducation, et que le reste ne fait que suivre. Ce n'est pas vrai. Donc, les autres sont de plus en plus éduqués, les autres sont de plus en plus conscients de leur potentiel, les autres sont de plus en plus conscients de leur capacité d'apporter des changements constructifs. Et les autres sont de plus en plus conscients qu'ils sont capables d'aller chercher leur place et de pousser pour leur place. Ne veulent plus aller dans un coin, ne veulent plus rester dans un coin et accepter d'être simplement des victimes. C'est là que la révolution des communications peut apporter beaucoup. Elle amène cette conscience de vie communautaire, même au niveau planétaire, comme évidemment on ne l'a jamais eu jusqu'à présent. Eh bien aujourd'hui, évidemment, on sait très bien que l'on peut vivre pleinement sa passion, sa religion, où que l'on se trouve. On n'a plus besoin d'aller au clocher ou au minaret pour pouvoir partager avec d'autres. On le fait sur des réseaux, on le sait. Donc toute cette organisation, elle est à la fois aujourd'hui accessible et elle crée à la fois des opportunités mais des tensions. Il va falloir évidemment l'organiser. C'est une toute autre organisation du monde dont il s'agit. C'est les réseaux sociaux qui ont permis des avancées notables dans la démocratie en Afrique, notamment dans le contrôle citoyen de l'action publique, avec le ballet citoyen, il y en a marre, etc. Donc le numérique est quelque chose de fondamental pour l'Afrique. Je le vois moins comme une menace par rapport aux puissances établies que comme un outil d'émancipation de la jeunesse africaine. Alors ces changements nous emmènent dans un monde nouveau dans lequel il n'y a pas encore le paradigme de quelle est la façon dans laquelle la démocratie, la politique et l'organisation de l'économie vont trouver leur équilibre final, s'il va y en avoir un. M. Trump, avec Twitter, a présentement complètement dominé la façon dont on fait le dialogue politique, qui risque d'être extrêmement dangereux, justement. Et notre mémoire collective aussi, à cause de tous ces barrages d'informations, qui est un autre, si on veut, question, notre mémoire collective est beaucoup diminuée. C'est-à-dire la capacité de retenir de l'information a beaucoup diminué. On n'a pas besoin de retenir des choses. Aujourd'hui, des étudiants dans les cours en université, ils demandent à Google, ils demandent la question à Google. Parlons-moi de la Deuxième Guerre mondiale. Google va donner l'explication. On n'a pas besoin de retenir l'information et notre capacité de se rappeler des événements a l'air de diminuer et c'est confirmé par beaucoup d'analyses. Et là, c'est vraiment ce qui change avec l'Internet. Vous avez aujourd'hui une vie dans laquelle tout est continu, tout est flou, tout est changeable, tout est... Alors comment la démocratie entre dans tout ça en faisant en sorte qu'on prenne le positif, mais qu'on réussisse aussi à fixer des choses qui donnent de la stabilité, parce que le grand problème de ce genre de communication, c'est que si tout peut être changé chaque moment, rien ne reste. Parce que dans les réseaux sociaux, vous dites une chose, vous dites un like, mais vous pouvez tout de suite faire un dislike. Vous followez quelqu'un et vous le défollowez si vous n'êtes plus d'accord. Avec le vote, vous ne pouvez pas voter et dévoter si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez voté et ça reste. Le Brexit, vous avez voté, ça reste pour une génération entière. I think the fact that things are moving faster and more sophisticated and also bigger in terms of their impacts is more difficult for everybody to digest. I think the thing that people are having a hard time digesting is they blame capitalism
But it may have as much to do with technological change as anything else. The technological change that people are implementing in everywhere, whether it's robotics, whether it's the latest thing is AI or whatever, or tasks that are being done, and human beings that are being replaced by robots, was the manufacturing evolution. Et les robots sont depuis un certain temps dans les usines et chargés de faire des tâches fastidieuses et répétitives. En ce qui concerne les avions, au niveau des rivetages, tout est automatisé et il y a surtout un contrôle après de la qualité. Je pense que les robots, il faudra les fabriquer au départ. Donc les robots qui prennent le travail des ouvriers, les ouvriers vont fabriquer des robots. Qui va aujourd'hui visser des rivets quand il y en a une centaine sur une aile de l'avion? Moi, je pense que de toute façon, il faut toujours positiver. C'est le problème à la fois du futur et de se dire, oh là là, pourquoi on fait ça? Toujours ce problème d'emploi. Mais je pense qu'on peut trouver d'autres responsabilités pour les employés et les ouvriers. On a toujours peur du futur. Les gros problèmes sont les problèmes justement culturels. Même pour soi-même, s'adapter à ce nouveau monde n'est pas facile. Aider ses employés, ses collègues de s'adapter, c'est pas facile non plus. Et il y a des gens, et c'est là le vrai problème sociétal, je crois, qui est profond, il y a des gens qui ne pourront pas s'adapter pour toutes sortes de raisons, ou par manque d'éducation, ou simplement par le fait qu'ils sont... leur métier, la personne qui faisait le fouet pour les chevaux, comme on dit, le buggy whip pour les chevaux, quand la voiture est arrivée, il n'y a plus de buggy whip. Et bing bang, il n'y a rien à faire en plus. It's like fini. Bien sûr qu'il y a des emplois qui vont être détruits. Et bien sûr qu'il y a des emplois qui vont être créés. Le tout, c'est qu'on était capable d'anticiper suffisamment pour que, par exemple, la formation qui est donnée aujourd'hui aux enfants qui sont à l'école leur permette de faire partie de cette nouvelle économie qui va se créer avec des emplois nouveaux. Mais si on continue à les entretenir dans un modèle qui, lui, était basé sur le modèle ancien, alors là, on va à la catastrophe. C'est pour ça que c'est un sujet absolument prioritaire, c'est l'éducation dès le plus jeune âge. Et puis ensuite, c'est l'éducation permanente. Dans nos activités, on sait et on doit prendre des risques. Mon grand-père, Marcel Dassault, a construit des prototypes sans contrat. Ça ne correspondait pas forcément au cahier des charges de l'armée de l'air. On a conçu le Neurone, qui est un avion expérimental en 3D, en coopération avec plusieurs pays européens. C'est un avion fantastique qui a son plan de vol dès le décollage et revient tout seul. Alors contrairement aux autres drones qui sont pilotés à distance, là le Neurone est totalement automatique. Le 3D, c'est aussi des applications au niveau de la santé, puisqu'on a modélisé le cœur. Et ça va permettre aux chirurgiens de faire de l'entraînement. Le principal élément, qui est vraiment le plus important en ce qui concerne les bouleversements que nous vivons, c'est le monde de l'information. Songez que nous produisons aujourd'hui, tous les 18 mois, 2 fois plus d'informations que toute l'humanité qui nous a précédés depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui n'en a jamais produite. On double tous les 18 mois. C'est un peu comme cette fameuse loi de Moore pour les semi-conducteurs. Là, c'est pour l'information. En 2020, l'activité humaine produira, dans la seule année 2020, 40 zétabytes d'informations. C'est-à-dire plus d'informations que d'étoiles dans tout l'univers observable, ou que de grains de sable sur la planète. Et en 2021, on doublera. Alors cette montée, cette montagne d'informations, cette vague, ce tsunami diront certains, va évidemment, est à la fois tout à fait extraordinaire, peut faire peur aussi, mais c'est précisément du stockage, du traitement de ces informations que l'on va faire émerger des produits, des services, des innovations nouvelles. Nous savons qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui dans le monde. On peut construire des équipements avec un panneau solaire, une batterie, 2-3 lampes et une prise pour le portable. Et avec 100 $, vous changez la vie d'une famille aujourd'hui.
L'électricité, la lumière, ça permet le soir aux enfants d'étudier. Donc la réussite scolaire, donc l'émancipation. Le portable, c'est indispensable pour être connecté. Pourquoi est-ce que l'on fixe une priorité unique, la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un problème majeur à l'échelle de la planète, et qu'on laisse de côté un problème qui me paraît aussi important, qui est l'accès à l'énergie, à l'électricité pour tous, que l'on peut atteindre, satisfaire, pour la moitié, en une fois, des sommes nécessaires chaque année pour la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je connais, la plupart des PDG que je connais sont tous très conscients de l'effet de serre, tous inquiets pour la planète aussi, et je dirais le font avec enthousiasme, qui n'est jamais la même chose, hein. Des fois on fait les choses. Et maintenant aussi avec la technologie, on se dit, en corrigeant quelque chose avec enthousiasme, on peut amener des nouveaux produits et faire d'autres choses. Dans les années 60, 65, 70, il n'y avait pas la COP21, il n'y avait pas la COP22, et personne ne s'occupait véritablement des déchets. Personne ne s'en occupe, et pour autant, tout le monde a des besoins d'évacuer ces déchets au sein des entreprises. Voilà, on est un leader européen sur tout le recyclage des véhicules hors d'usage, toutes les vieilles voitures qui arrivent en fin de vie, et on les dépollue, on sépare les différentes matières, on recycle les voitures à plus de 96%, et puis on a notre propre affinerie d'aluminium. On récupère l'aluminium au sein de ces véhicules pour faire des lingots d'aluminium. Ça part dans des affineries, on fait des lingots et on revend ça à tous les constructeurs automobiles. Et on est dans l'économie circulaire. On ne parle plus de déchets, on parle de matière. Et c'est très très important maintenant d'avoir cette seconde vie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle de la valorisation de matière. C'est de la matière qui se retrouve dans de la matière. Parce que gagnons du temps plutôt que de dire après, on se débrouillera plus tard. Non, le plus tard, ce sera très difficile. On est tous éco-responsables. Donc tout ça va continuer. Donc tous les pays maintenant sont sensibilisés. Après, c'est se donner les moyens de cette réussite. C'est-à-dire que ça ne doit pas rester qu'un discours. Il faut aussi après être dans le concret de toutes ces actions. So we know what is happening. You know, we knew a long time ago when the Northwest Passage, the ice was starting to melt. The plans of building ships was happening a long time ago. Russia, Korea, Japan, you name it, these countries have been building ships to be able to go through that passage for a long time. So we know we're very connected, and the world is eyeing the Arctic as the next best routing in those terms. And now with the resources that are making themselves accessible we know many companies are going into the Arctic to explore and exploit once again the riches that we have inherited up there. Because it not only is going to leave us the mess, it's also going to contribute to even more CO2s in the atmosphere. Is this not why we are fighting for a way of life, so that we can stop the world from doing things unsustainably? Why would we get on that bandwagon? It just makes no sense to me. But because we are hungry for jobs, and because families need money, because we've been neglected for so long on policies that work for us, in a world where our youth are taking their lives, suicide rates are highest in North America. It's really important now for us to start to address these issues for what they are, and also to provide them the wonderful, remarkable, ingenious way in which we kept our youth not only alive, but really kept them learning about themselves. Moi, je pense qu'il y a un sujet jeune qui est prioritaire, c'est-à-dire le changement démographique fait en sorte que les jeunes sont très peu et très marginalisés dans nos sociétés. Ils ne comptent presque rien, parce qu'à la fin, nos sociétés sont organisées d'une façon différente, avec vraiment un équilibre démographique qui est très particulier. Donc il faut donner la façon aux jeunes d'avoir plus du poids qu'ils ont. Pour moi qui suis africain, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, parce que nos sociétés sont profondément gérontocratiques.
Et le fait de ne pas laisser les jeunes s'exprimer dès le plus bas âge, c'est un frein à la créativité et donc c'est un frein au développement économique et social. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. L'économie, c'est d'abord un processus de production de la confiance. Et il faut que nos jeunes aient confiance en leur potentiel. Donc, il y a un rôle, à mon avis, des gouvernements et des entreprises et des citoyens de pouvoir, à un moment donné, encore une fois, s'engager, se prendre en charge. Et pour moi, le fil conducteur de l'inclusivité, c'est l'éducation. S'il y a une chose dans le monde pour laquelle chaque citoyen, chaque citoyenne, et j'insiste un petit peu sur la question aussi des femmes et des filles, doit absolument avoir droit, c'est un accès à l'éducation. Parce que l'éducation, dans ce monde technologique, numérique, dans lequel nous vivons, c'est ce qui permet de donner de la dignité aux personnes et c'est aussi ce qui permet, à mon avis, de renforcer la démocratie. Parce qu'il y a urgence, nous avons décidé d'unir nos voix. Nous lançons un appel pressant pour un humanisme universel. Apelamos a forte investimento no capital humano constituído pelas mulheres e pelos homens. Empowering women, young people, and vulnerable or marginalized groups by upholding their fundamental human rights, including access to education and healthcare, helps to bring stability and prosperity in which all can share. Por naturaleza, el proceso de globalización no es ni bueno ni malo, es lo que nosotros hacemos de él y lo que haremos de él. Alors cessons de croire qu'investir dans les projets des femmes et des jeunes est risqué. Le risque, le vrai risque, c'est de ne pas le faire. Donc il faut faire confiance au progrès, ça fait partie de notre environnement, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Mais donc ça veut dire effectivement être en permanence en mesure de l'expliquer, de l'éclairer, de le partager avec le plus grand nombre, de former le maximum. Et on retrouve toujours ce fameux triptyque vision, comportement et formation. I am a bit of an idealist, and the trick is for the idealist not to become naive. And I think that I think we have to work at, and certainly the goal has to be to have a more humanistic society. I'm convinced of that.